et à tous, chers participants. On va attendre quelques minutes que les dernières personnes se connectent. En attendant, je vous souhaite la bienvenue pour notre quatrième webinaire de ce cycle sur la RSE accessible à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec quatre intervenants et une modératrice sur le thème comment déclencher les financements, donc comment la RSE constitue un déclencheur de financement. En attendant que les dernières personnes se connectent, peut-être que je vais vous rappeler rapidement les quelques règles techniques. Donc tout d'abord, il est plus simple que vous puissiez vous renommer de la manière suivante, donc nom, prénom et peut-être aussi spécifier depuis quel pays vous suivez le webinaire. On a fait en sorte que vos micros et vos caméras soient coupés pour une meilleure qualité des interventions dans la première partie de ce webinaire. Et ensuite, lors de la phase questions-réponses, on permettra de réouvrir vos micros et vous pourrez interagir avec nos intervenants. Et en attendant, n'hésitez pas à alimenter la boîte de discussion qui se nomme soit chat, soit discussion en bas de votre barre Zoom pour poser vos questions à nos intervenants et également indiquer depuis où vous nous suivez. Alors, bonjour à tous. Laurent? Oui, oui, bonjour à tous. Oui, Gloria? Est-ce que vous m'entendez, Laurent? Oui, oui, moi je vous entends très bien. Ah bon, d'accord. Bon, Gloria, c'est bon pour toi? Allô, Gloria? Peut-être, j'en profite juste pour préciser que le webinaire est enregistré et donc sera disponible sur la chaîne YouTube de RSE et PED dans quelques jours. Hein, donc régulièrement, on a des demandes d'enregistrement. Ne vous inquiétez pas, il sera enregistré, il sera disponible ensuite et ouvert à tous sur la chaîne YouTube de RSE et Développement. Oui. Très Laurent? bien. Peut-être pour... Oui, vas-y, Gloria. Laurent, il y a deux Ah, personnes, il y a Angélique et Khadijatou Nakoudima qui n'arrivent pas à accéder à la Oui, salle. j'ai vu. Angélique est Alors, je viens connectée. d'admettre. Oui, mais elle a dû être redéconnectée, je pense. Je viens de la réadmettre, mais sous un autre pseudo, peut-être du matériel, petit souci matériel. Et là, pour l'instant, j'ai pas d'autres personnes en salle d'attente, mais ça arrive encore Ouais, je régulièrement. crois qu'elles n'ont pas le bon lien. Elles ont cliqué sur le lien de ce matin et non pas le lien que Int a envoyé hier. Bah, qui est Si, c'est celui le même, Ah, Gloria. ça y de. est. Oui, oui, c'est le même. Si, Ah si, c'est bon? bon, c'est bon. Oui, Ok, oui. bon. Ok. Alors, peut-être pour reprendre la main, donc, comme le disait Laurent, les deux derniers webinaires sont disponibles sur notre page YouTube et sur notre site internet, que vous pouvez donc revoir. Et maintenant, laissons place à ce quatrième webinaire qui sera modéré par Gloria Parizeau-Jossou, notre modératrice d'aujourd'hui. Gloria est membre de RSE et développement depuis 2015. Elle a d'abord rejoint et fait partie intégrante du conseil d'administration. Et elle est membre active de notre copil, notamment dans les activités de webinaire comme aujourd'hui. Entre 2013 et 2023, Gloria a été à la direction du cabinet RS Consulting, cabinet spécialisé dans la RSE et la communication. Et depuis 2023, elle a tourné cette page et elle s'est associée avec professeur Angélique Ngaba, qui est également présente aujourd'hui avec nous. Elles ont fondé ensemble le cabinet Empreinte, qui est spécialisé en impact et durabilité. Donc maintenant, je laisse la parole à Gloria et bon webinaire à tous. Ok, merci infiniment, Anne-Sophie. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce cycle. D'accord? Nous sommes dans le cadre d'un webinaire dont je vais parler dans quelques instants. Mais ce webinaire est le quatrième d'un cycle intitulé La RSE accessible à tous. Comment mettre une démarche RSE à moindre coût, à petit budget qui intègre les attentes des parties prenantes. D'accord? Donc, dans un premier temps, on a vu comment structurer et opérationnaliser les engagements, comme le faisait remarquer Anne-Sophie. Dans le cadre d'un deuxième webinaire,
Nous avons vu les liens entre la RSE et la communication, comment l'entreprise peut communiquer sur sa démarche et ses enjeux via différents outils supports qui a eu lieu la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous explorerons les liens entre la RSE et le financement de l'entreprise ou comment la RSE peut constituer un levier d'attractivité auprès des investisseurs. En effet, une des problématiques majeures des entreprises au Sénégal et plus généralement en Afrique de l'Ouest est l'accès au financement. Ce n'est pas aux chefs d'entreprise en ligne que je l'apprendrai. Et d'un autre côté, on constate un intérêt croissant de la part des fonds d'investissement, de la part des apporteurs de capitaux, en faveur de l'intégration des objectifs de développement durable et des critères ESG dans les modèles d'affaires des entreprises qu'ils ont décidé d'accompagner. Ainsi donc, et au-delà des critères de rentabilité financière, nous constatons que ces investisseurs intègrent dans leur notation et dans la sélection des entreprises qu'ils financent un certain nombre de critères dits extra-financiers. Ce sont ces critères ESG qui sont des critères non économiques et qui permettent d'évaluer les comportements environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance des entreprises, d'où l'expression ESG. Du coup, il y a plusieurs questions qui se posent et qui se présentent. Cet intérêt pour l'intégration des critères est-il le résultat d'un effet de mode ou un profond changement de paradigme? Quels sont les liens entre la RSE, l'investissement socialement responsable, la finance verte? Et à quelles conditions les PME peuvent bénéficier de ces financements, de ces investissements et de ces financements? C'est ce à quoi nos invités qui sont présents aujourd'hui répondront. Alors, tout d'abord, j'ai 4 invités, je fais comme si j'étais sur un plateau télé, mais je les considère comme tels, je les considère vraiment comme tels. Nous avons Fatouma Nangoto Cissé, qui est consultante à la Banque mondiale. Nous avons également Madame Evelyne Dior-Sympa, qui est la directrice exécutive de WIC Capital. Également, le seul homme de la journée de ce plateau, en tout cas, Monsieur Hassana Koulibaly, qui est responsable RSE de la BNDA Mali. Et nous avons également Madame Khadidiatou Nakoulima, qui est la CEO de la clinique Nest et qui témoignera en tant que directrice d'entreprise de l'accompagnement dont elle a pu bénéficier de la part de ses investisseurs. Alors, et c'est là que j'ai un blanc, mais c'est pas grave. Veuillez m'excuser. Voilà. Je vais maintenant rentrer en détail et présenter notre première intervenante, Madame Fatoumata Nangoto Cissé. Madame Cissé est titulaire d'un master en économie du développement durable de Paris 1 à l'université Panthéon-Sorbonne, ça nous fait un point commun, ainsi que d'un doctorat en économie dans cette même université. L'objet de sa thèse a porté sur les mesures d'impact des projets mis en œuvre par le secteur privé dans les pays en développement. Et c'est au cours de cette période qu'elle a été chargée de recherche ESG et impact au sein du Fonds de capital investisseur, IEP. Passionnée par la recherche, orientée vers l'économie du développement, l'évaluation d'impact, l'énergie et l'investissement d'impact du secteur privé dans les marchés émergents, Fatou a bénéficié en 2023 d'une bourse du département de mesure de l'impact sur le développement pour les infrastructures et les ressources naturelles de SFI. Elle a contribué au diagnostic du cadre de mesure et de suivi de l'impact anticipé d'IFC, toujours, pour les projets d'infrastructures en Afrique et en Asie, et travaille actuellement au sein du groupe d'évaluation de l'impact sur le développement de la Banque mondiale. Alors, concernant un programme national, le programme national d'électrification au Rwanda. Madame Cissé, je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup, Gloria. Merci à toutes et à tous et à toute l'équipe de RSE PED pour l'invitation et nous donner l'opportunité de partager un petit peu notre expérience qui n'est pas du tout exhaustive, en tout cas pour ma part.
je ne sais pas comment on procède. Est-ce que vous partagez les slides ou je... Voilà. OK, super. Donc, je suis Fatoumata Nankoto Cissé. Je suis économiste consultante à la Banque mondiale actuellement. Et aujourd'hui, principalement, je vais axer mon allocution sur l'aspect lié, en fait, le passage de la RSE à l'ESG, notamment dans l'industrie de l'investissement à impact, qui est de plus en plus grandissant en Afrique, notamment. On peut passer sur la slide suivante. Pourquoi cette industrie est de plus en plus grandissante. Et là aussi, je fais appel en tout cas à votre expérience et votre connaissance au fur et à mesure des ans, étant donné que, comme le montre le slide, nous sommes sous pression. Et pourquoi sommes-nous sous pression? D'une part, parce qu'il y a eu une augmentation avec l'arrivée d'objectifs et d'un cadre réglementaire qui s'impose de plus en plus aux entreprises, mais également aux investisseurs et aussi aux bailleurs, et jusqu'à même parler quelquefois de ESG et impact washing. Cela est notamment dû aussi au fait que, premièrement, il y a eu de grands efforts qui ont été portés vers la finance propre, qui est de plus en plus exigeante avec, en tout cas, les problématiques et les aléas climatiques partout dans le monde, mais notamment principalement en Afrique et dans la sous-région. Parce que, comme on pourra le voir dans certains exemples, l'Afrique est le continent, en tout cas la région qui subit le plus les conséquences climatiques, mais également, comme je le disais tantôt, l'arrivée de nouvelles réglementations beaucoup plus vertes. En Europe, depuis 2 ans, 3 ans maintenant, la Banque centrale européenne et la Commission européenne travaillent sur ce qu'ils appellent la taxonomie verte, donc une classification des secteurs et des industries selon leur niveau d'émission. Également aussi de plus en plus une obligation de reporting extra-financier pour les entreprises cotées, mais également non cotées. Et ce qui fait que tout le monde voilà, commence à vouloir s'approprier les notions d'ESG ou d'impact qui permettent d'avoir un progrès. Et on pourrait se dire, OK, en Afrique, on n'est peut-être pas vraiment concerné, étant donné que ces avancées réglementaires ont plutôt lieu pour maintenant, en ce moment, au niveau des pays développés. Mais il faut savoir, comme on le sait toutes, en tant qu'acteurs de l'industrie de la finance ou de l'impact à l'investissement et du développement, en tout cas, de la finance internationale, que la plupart des bailleurs, l'accès au financement provient de ces pays où ces réglementations sont actuellement mises en place. Et par la suite également, il y a le développement de fonds ESG, donc c'est des fonds à thématique ESG, qui sont différents de fonds d'investissement traditionnels parce qu'ils prennent en compte ces critères dans leur stratégie de financement et de déploiement des fonds auprès des entreprises qu'elles financent. Et donc, par conséquent, prennent en compte s'appuient énormément sur des ressources humaines et financières, par exemple en intégrant une équipe ESG au sein de leur entité. Et enfin, il y a également tout ceci, je dirais en tout cas pour résumer, est sous couvert des objectifs de développement durable que nous connaissons tous et toutes très bien, je pense, donc qui ont été déclarés par l'ONU dans le cadre d'ici à 2030, en tout cas, qui permettent de fournir un cadre commun sur lequel toutes les entités, entreprises, bailleurs et tous les acteurs, en tout cas du financement à impact ou RSE, peuvent se baser et suscitent un vif intérêt de plus en plus pour le secteur privé, car ça leur permet également de faire un lien entre leurs activités financières et le développement et les challenges, en tout cas les enjeux de développement, notamment en Afrique. Sur la slide suivante, en tout cas, on peut noter que en 2022, par exemple, dans l'industrie du capital risque, il y a eu un investissement de plus de 5,5 milliards de dollars. Et ça démontre en tout cas cette pente de recovery, comme on dirait en anglais, depuis la crise Covid entre 2020 et 2021. Et ça montre aussi, c'est-à-dire plus il y a cet investissement-là de la part des bailleurs et des investisseurs financiers,
qui viennent également, c'est-à-dire l'apport financier vient également avec l'apport extra-financier et par conséquent, les critères ESG, les critères RSE ou les critères d'impact. Sur la slide suivante, on démontre ici que voilà, qu'il y a une évolution en plus des institutions, comme je le disais tantôt, mais également de la demande des consommateurs, des activités, des entreprises que, en tout cas, nous pouvons financer en tant que, vu que je suis côté plutôt de l'investisseur, partant de la finance traditionnelle, donc qui prend en compte l'aspect financier uniquement, c'est-à-dire un fonds d'investissement traditionnel qui recherche des rendements financiers, à l'approche RSE. Donc ici, qui est un peu plus basée sur des initiatives à petite échelle supplémentaires sur le progrès, en tout cas des investissements ou des activités qui sont faites, souvent assez philanthropiques, mais également pour des objectifs de relations publiques. Et après, donc, je dirais plutôt que la RSE est un petit peu la source mère de l'ESG. Parce qu'en fait, l'ESG a permis de définir un cadrage à tous ces enjeux dont on parlait et que Gloria a introduit dans son discours de présentation, à savoir les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et le fait qu'il y ait des entreprises ou des types d'investissements qui se focus sur ces critères-là font qu'ils sont en mesure de mesurer ou en tout cas de suivre l'évolution de chaque critère tout au long de la vie de l'investissement ou du fonds qui a reçu un financement. Et donc, ça permet d'analyser, bien évidemment, le potentiel de l'entreprise, mais également sur l'aspect après la sortie de l'investissement. Puis, on en vient aux thématiques ODD que je rappelais tout à l'heure. Donc, ici, c'est plutôt des investissements à thème, en lien direct avec les objectifs de développement durable. Ça peut être sur l'environnement, sur l'énergie, donc à travers l'électrification solaire ou autre, ou également l'aspect genre. Et je pense que là, on aura un très bon exemple avec le WIC qui sera présenté par Evelyne plus tard. Et également la santé, dont Khadijatou nous parlera également. Et enfin, en allant beaucoup plus loin, on a ce qu'on appelle l'investissement à impact qui prend en compte, en fait, dans l'investissement, l'intention de l'entreprise, cette intention à créer un impact, c'est-à-dire à avoir un impact sur la société, sur les parties prenantes. Et donc, cette intention, elle est vraiment matérialisée dans la stratégie du fonds. Donc, à travers les critères de carried impact qu'on peut avoir, c'est-à-dire en liant le rendement, en tout cas financier, que peut apporter un investissement à impact avec l'évolution de cet impact-là. Ça peut être sur une thématique ou plusieurs types d'impacts qu'on peut avoir. Donc, le retour financier du fonds d'investissement en lui-même ou bien de l'entreprise. Et également, le fonds peut fixer des objectifs très, très spécifiques et définis, exhaustifs, pour suivre les progrès, c'est-à-dire avant même l'investissement. Donc, en faisant une analyse de due diligence pendant la période d'investissement et à la sortie de l'investissement. Donc, le slide suivant illustre un petit peu ce qu'est l'analyse ESG. Donc, des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. C'est une analyse des risques. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des standards qui permettent de mesurer les opportunités créées par l'activité ou du fonds ou de l'entreprise concernant ces critères, mais également le fait que cette activité a une politique de do not harm, c'est-à-dire de ne pas avoir des effets néfastes sur les différentes parties prenantes et sur les différents critères ESG. Et donc, pour cela, plusieurs entreprises ou les fonds, en tout cas dans le domaine du développement, se basent sur les principes environnementaux et sociaux, les performances standards environnementales et sociales de l'AFC qui ont été développés donc, par la Société financière internationale
qui est la partie financière secteur privé du groupe de la Banque mondiale, avec différents indicateurs sur la biodiversité, l'impact d'une activité sur la communauté ou également le patrimoine culturel. Et donc, ces critères ESG représentent un cadre global et un cadre commun pour les acteurs de l'investissement, en tout cas à impact, ou bien de l'investissement ESG, RSE, etc. Et qui sont de plus en plus, en tout cas, grandissants, comme on peut le voir en Afrique avec l'accès au financement. Et sur le slide suivant, on voit qu'en termes de mesures, ici, j'ai voulu illustrer pour qu'on comprenne mieux, en fait, en termes de mesures, où se situent des critères ESG jusqu'aux critères de l'impact, en passant par ce qu'on appelle l'externalité, qu'on oublie un petit peu souvent, ou bien qu'on voit passer, mais on ne sait pas comment le définir ou le matérialiser. Donc, pour définir l'externalité, c'est simplement lorsqu'une activité ou d'une entreprise ou d'un fonds ou d'un investissement ont des conséquences différentes sur ces parties prenantes. C'est-à-dire, ces conséquences sont parfois intentionnelles ou non, mais sont diffusées au-delà même des activités de l'entreprise ou de l'investissement en elle-même. Ça peut être, par exemple, la quantité d'eau recyclée, si on veut avoir un exemple positif, ou l'empreinte carbone comme exemple négatif, parce qu'en fait, nous subissons partout dans le monde les conséquences liées à l'empreinte carbone. Puis, on en vient à l'évaluation des critères ESG, donc, qui évaluent les performances d'une activité ou d'un investissement, avec les différents indicateurs environnementaux, souvent parfois illustrés par la consommation d'énergie, par exemple, d'une activité ou d'une entreprise, le critère social avec l'accès, par exemple, dans une entreprise aux salariés au salaire minimum, ou bien à des congés payés ou congés maternité pour les salariés femmes, ou même paternité en tout cas pour les salariés hommes. Et également aussi sur la protection sociale, si les salariés ont accès à la protection sociale, à la couverture médicale. Et également, souvent, dans l'aspect social, on retrouve le critère genre, un petit peu, qui est souvent inclus là-dedans, qui permet de rappeler un petit peu la part des femmes peut-être employées dans certains secteurs d'activité, où on trouve très peu de responsables féminins, en tout cas au niveau du middle, voire le top management. Puis également, on a l'aspect de gouvernance qui prend en partie souvent les critères de corruption au sein d'une entreprise, mais pas que. Souvent aussi, ici, on aime bien rappeler souvent également, c'est-à-dire la formalisation d'une entreprise, d'une entité, avec la constitution d'un conseil d'administration, d'administrateurs externes, etc., etc. Donc voilà, ça couvre bien de dimensions et d'aspects. Et enfin, on a l'aspect impact que j'expliquais tantôt. Donc ici, on revient vraiment sur la notion de l'intentionnalité de l'activité ou du fonds qui est vraiment matérialisée sur la stratégie du fonds ou de l'entreprise. Et également, une seconde dimension qui est l'additionnalité, c'est-à-dire en quoi mon activité va apporter une contribution, quelque chose de plus par rapport à l'existant dans le secteur où j'évolue. Donc, c'est ça le principe de l'additionnalité. Et donc, en termes de l'impact, on peut voir que dans les due diligence dont je parlais tout à l'heure, on peut inciter, en tout cas, l'activité, avoir une base, partir des indicateurs de performance avant investissement pour voir comment l'activité a évolué après l'investissement sur le baseline qu'on utilise des KPI, par exemple. Et ici, en termes d'exemples, on peut retrouver, par exemple, certaines activités sur la santé des consommateurs qui peuvent être néfastes ou non, ou positives, ou créer en tout cas un impact positif. Voilà. Et juste une petite note, on voit que souvent, parfois, on peut mélanger un petit peu, ou bien il est difficile de distinguer un petit peu l'aspect externalité et la politique ESG. Et justement, ici, c'est que la politique ESG, elle est formalisée même au niveau de l'activité de l'entreprise ou du fonds.
par la suite, je souhaitais juste démontrer quelques organisations et normes entre l'investissement à impact et aussi l'investissement à ESG. Vous pouvez y aller, hein, Gloria, vous pouvez dérouler. C'est juste quelques critères standards ou des cadres de publication qui existent. Par exemple, au niveau de l'impact, qui est très connu, c'est les Impact Management Project, où on a le 2X Challenge également, qui concerne l'aspect genre. Donc, c'est des certifications, je pense qui sont importantes. En tout cas, ça permet de voir où est-ce qu'une activité peut commencer. Et pour moi, je trouve qu'en tout cas, c'est aussi souvent sur le continent, il est très difficile parce que on fait face déjà aux difficultés d'accès de financement, comme le rappelait Gloria, mais il faudrait peut-être plus prendre ceci comme une opportunité, c'est-à-dire lorsqu'on a une certification, ça nous permet d'accéder à un marché extérieur et donc à une clientèle beaucoup plus large que ce dont on bénéficie déjà. Et donc, le fait de pouvoir se certifier, ou bien d'être signataire de certains principes. Par exemple, je pense sur le plan ESG au PRI de l'ONU, donc UN Principal Responsible Investment, donc les principes d'investissement responsable de l'ONU. Également le TCFD qui va beaucoup plus loin, donc qui est lié un petit peu à la task force qui a été créée liée au climat, donc pour le secteur financier. Et donc, il y a aussi également la taxonomie européenne dont je parlais tout à l'heure. Et peut-être, on ne sait jamais, peut-être que voilà, on peut avoir une sorte de taxonomie africaine d'ici dans les années à venir. En tout cas, voilà, c'était juste pour ici montrer le panorama de l'existant. Et c'est accessible vraiment à tous les types d'activités qui peuvent exister. Et la dernière slide démontre bien tout l'existant, en tout cas, qu'il y a, en tout cas, dans le secteur du financement, en tout cas, à impact, qui peut exister. Souvent, ouais, voilà, en Afrique, peut-être, on n'est pas concerné par certains secteurs, mais on y trouve un peu de tout, que ce soit dans l'éducation, l'agriculture, l'énergie, etc. Et également, ce sont des standards qui sont accompagnés aussi souvent de mesures, d'outils de mesure comme l'outil IRIS. En France, je pense qu'en tout cas, il y a l'entité Cerise qui travaille beaucoup là-dessus, mais également comment avoir un cadre de publication aussi qui est important des performances ESG d'une activité ou d'un fonds. Parce que ça permet également de montrer où se situe l'activité ou l'investissement en tout cas, et pour pouvoir notamment avoir accès à d'autres opportunités, d'autres types de financement, etc. Donc, je vais m'en arrêter là pour l'instant et ravie de pouvoir échanger tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci Fatou, qui a tenu son temps. Merci infiniment. Je veux juste revenir sur 2-3 points abordés par Madame Fatou Cissé. La pression qui résulte donc d'une évolution du cadre réglementaire, d'efforts de la finance propre, d'une obligation de reporting extra-financier. L'évolution également d'une demande des consommateurs et des institutions. Tout ça constitue, on va dire, une forme de pression. Et j'ai apprécié le fait aussi que Madame Cissé rappelle que la RSE était la source mère de l'ESG, d'accord, et que c'est par la suite, bien entendu, que différents types d'investissements ont émergé. D'abord, évidemment, il y a l'investissement financier pur, et puis voilà, investissement de type RSE, investissement de type ESG, investissement à caractère caractérisé ou spécifique à l'attention des ODD, et puis évidemment l'investissement d'impact. Un autre point aussi, elle nous a expliqué qu'en réalité, l'analyse ESG est une analyse de risque qui permet d'anticiper. Voilà. Et elle nous a, ce que j'ai retenu, elle nous a parlé aussi des externalités. Elle a pris la peine de définir ce que sont des externalités, en quoi consistent les évaluations de critères ESG, ce qu'est l'impact. L'impact étant caractérisé
par l'intentionnalité de l'investisseur. Et pour conclure encore, nous a présenté les différentes formes d'investissement impact. Je vais peut-être passer la parole